Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui, des gros robots qui tapent sur des gros monstres. On va donc évidemment parler de Pacific Rim Uprising. J'adore Pacific Rim. Sorti en 2013 et mis en scène par le génial réalisateur mexicain Guillermo del Toro, Pacific Rim se posait comme l'hommage ultime au genre du kaiju eiga. Tout à fait. Le Naiju Keppa. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce que le kaiju eiga? Ah voilà, c'est ça qu'on veut savoir. C'est quoi le ninja qui pue? Le kaiju eiga est un genre très répandu au Japon qui met en scène des monstres géants terrorisant de grandes villes. Un mec en costume qui écrase des maquettes quoi. Et si vous n'êtes pas familier du genre, impossible que vous ne connaissiez pas tous au moins un kaiju, car le plus grand représentant du genre n'est autre que Godzilla. Godzilla, ma première chronique. Il y a une tonne d'autres kaiju, mais ils sont pas vraiment connus par chez nous. On a par exemple Gamera, la tortue géante. Ouais, une tortue géante. Ils sont forts ces japonais. Rodan le ptérodactyle, Mothra le papillon, etc., etc. Bref, le kaiju eiga c'est toute une institution. Mais Pacific Rim ne s'est pas contenté des kaiju, il s'est également approprié les mechas. Assez populaires dans la culture manga, les mechas sont des robots généralement humanoïdes pilotés par des humains. Pacific Rim c'est donc la rencontre de ces deux univers, kaiju versus mecha. À la base, le projet sort tout droit de l'imagination du scénariste Travis Bickam au milieu des années 2000. Alors qu'il profite d'une petite balade matinale le long de la plage de Santa Monica, le scénariste a alors une vision. Face à lui, à l'horizon, un robot et un monstre de taille colossale se sont matérialisés dans la brume. C'est l'électrochoc pour Bickam qui garde l'idée dans un coin de sa tête. En 2011, le réalisateur Guillermo del Toro est au plus mal. Son projet d'adaptation des Montagnes Hallucinées, le chef-d'œuvre de Lovecraft, vient d'être annulé par Universal. Au fond du trou, il décide de se remettre en selle et de se pencher sur Pacific Rim, ce projet qu'il avait l'intention de produire pendant qu'il mettrait en scène les Montagnes Hallucinées. Son agenda étant désormais libéré, il propose au studio Legendary de carrément prendre en charge la réalisation. En voilà une bonne idée. Le film prend donc place en 2025, alors que cela fait désormais plus de 10 ans que la brèche s'est ouverte dans l'océan Pacifique, un portail interdimensionnel grâce auquel des kaiju attaquent régulièrement la Terre. Pour faire face à cette menace, le programme Jaeger est lancé, et des robots géants, chacun nécessitant 2 pilotes humains, sont construits pour aller leur démolir la gueule. Et c'est juste jouissif. On sent que Del Toro se fait plaisir et nous fait plaisir. C'est un film destiné aux gamins qui en chacun de nous. C'est généreux, c'est extrêmement bien réalisé, c'est visuellement sublime, la BO est cultissime et les personnages sont tous hyper attachants. Bref, j'aime ce film et je le revois toujours avec grand plaisir. Malheureusement, il a pas franchement cartonné au box-office. Enfin, si, parce qu'il a quand même rapporté plus de 400 millions de dollars, soit un peu plus de 2 fois son budget. Ça va. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, il n'a rapporté que 100 millions de dollars, et à Hollywood, si un film ne parvient pas à rentrer dans ses frais sur le seul territoire américain, il est considéré comme un semi-échec. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Du coup, le développement de la suite a été un peu tumultueux. Dès 2012, soit avant même la sortie du film, Del Toro annonce qu'il a des idées en stock concernant Pacific Rim 2. 2 ans plus tard, en 2014, il confirme travailler sur le scénario de cette suite, qu'il compte également mettre en scène. Mais courant 2015, alors que le tournage de ce Pacific Rim Maelstrom est censé débuter, Universal décide tout simplement de repousser le projet à une date indéterminée. Del Toro décide alors de partir travailler sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur et qui lui a récemment valu l'Oscar du meilleur réalisateur, à savoir La Forme de l'eau. Il laisse donc la place de réalisateur à quelqu'un d'autre, mais reste néanmoins impliqué sur le projet en tant que producteur. Son remplaçant sera donc Steven S. DeKnight, essentiellement connu pour ses activités de showrunner sur les séries Spartacus et Daredevil, mais qui n'avait encore jamais mis en scène de long métrage. Il relie les différents scénarios coécrits par Del Toro au fil des années et décide d'en piocher les meilleurs éléments pour les imbriquer dans un tout nouveau scénario qu'il coécrira avec Emily Carmichael, Kira Snyder et Tia Snowlin. Enchanté. Le nouveau scénario est validé, le titre change pour Uprising et le tournage peut enfin débuter en novembre 2016 avec comme tête d'affiche John Boyega et Scott Eastwood. Charlie Hunnam, qui interprétait Raleigh Beckett, le personnage principal du premier film, n'étant malheureusement pas disponible pour reprendre son rôle. On retrouvera par contre Rinko Kikuchi dans le rôle de Makomori ainsi que Charlie Day et Burn Gorman qui reprennent le rôle de Newt et Herman, le duo de scientifiques complètement barré. Le tournage s'achève finalement en mars 2017 pour une sortie 1 an plus tard. Eh bah c'est pas dommage. Uprising démarre 10 ans après la disparition de la brèche et l'on suit Jake Pancoast, le fils du personnage joué par Idris Elba dans le premier film. Jake aurait pu devenir un pilote de Jaeger, mais a préféré choisir la voie du petit criminel sans envergure. Chacun son truc. Quand on lui donne une seconde chance de devenir un pilote digne de son père, il a saisi par la force des choses, rejoignant la nouvelle génération de pilotes en devenir. Mais un complot se fomente dans l'ombre et il découvrira bien vite que les kaiju ne sont pas de l'histoire ancienne. Alors, digne suite du premier ou déception? Déception. Uprising reprend tous les éléments qui ont fait du premier une réussite, et s'arrange pour les rendre moins cool, moins percutants, moins iconiques. Pour faire simple, Del Toro n'est plus à la barre, et ça se ressent. Steven S. DeKnight se contente du minimum syndical en termes de mise en scène, retirant la substantifique moelle de l'original et transformant le tout en un blockbuster classique qui se fond totalement dans le paysage. Certes, les séquences d'action sont plutôt bien chorégraphiées et très lisibles, mais ça manque cruellement d'idées originales. Et tout le traitement visuel du film est dans cette veine.
Par exemple, là où l'action et les combats du premier opus se situaient tous de nuit, sous la pluie ou au beau milieu de l'océan, offrant ainsi un rendu intéressant niveau lumière, couleur ou tout simplement niveau CGI avec la pluie ruisselant sur les kaiju et les Jaegers, ici tout se déroule de jour avec un ciel bien bleu. Ah, c'est sûr que ça fait faire des économies sur le budget effets spéciaux. The Knight a affirmé que ce choix de situer l'action de jour était tout simplement lié à une volonté de sa part de se démarquer du premier film, de ne pas se répéter, bref, une volonté d'originalité en quelque sorte. Sauf qu'en fait, cette volonté d'originalité, elle est à double tranchant au final, parce qu'en cherchant simplement à te démarquer sans proposer de véritable idée de remplacement, bah tout ce que tu fais, c'est retirer ce qui faisait l'originalité du premier film. On ne retrouve donc pas l'ambiance si particulière de ces combats nocturnes avec ses couleurs pétantes et ce fourmillement de trouvailles visuelles, bref ce qui faisait tout le charme du premier. On est passé d'un pur bijou visuel à quelque chose de totalement classique, et je dis pas que c'est moche, ce serait de la mauvaise foi, mais ça manque clairement de personnalité. L'autre grande force de Pacific Rim, c'était son casting et ses personnages. Idris Elba, Ron Perlman, Charlie Hunnam, Max Martini, Charlie Day et Burn Gorman pour ne citer que. Tous incarnaient des personnages attachants et hauts en couleur qu'on prenait plaisir à suivre et que j'avais franchement hâte de retrouver dans la suite. Pas de bol. Comme je l'ai dit plus tôt, les seuls rescapés du casting original sont Charlie Day, Burn Gorman et Rinko Kikuchi dans le rôle de Mako Mori. Je vais pas épiloguer sur le traitement réservé à Mako, mais il m'a franchement déçu. Concernant Newt et Herman, les deux geeks, c'était vraiment cool de les retrouver, ils ont droit à des scènes vraiment sympas, et Newton dispose lui d'un traitement intéressant. Faut dire aussi que ce traitement est basé sur une idée de Del Toro à la base. Tout s'explique. Que dire des nouveaux personnages? Y en a beaucoup. Beaucoup trop. Jake Pentecost, joué par John Boyega, dispose d'un background intéressant et l'acteur est charismatique, mais j'ai pas vraiment accroché au personnage. Ses tentatives d'humour tombaient souvent à plat et son côté rebelle du début du film, le seul élément qui lui donnait un minimum de relief, disparaît petit à petit pour faire de lui un brave petit soldat dont son père serait fier. Curieusement, le même traitement est réservé à Amara, interprétée par Kaylee Spinney. Au début du film, son côté grande gueule qui se laisse pas faire m'a beaucoup plu, mais au final, elle aussi finit par rentrer dans le rang bien sagement. C'est quoi cette histoire? Pour être un héros, il faut obligatoirement être gentil et fermer sa gueule, c'est ça? Le reste est peuplé de personnages totalement interchangeables, une bande de petits pilotes Jaeger en formation, le copilote de Jake joué par le fils Eastwood qui sert absolument à rien, et sa copine qui remporte la palme du personnage le plus inutile du film. Ceci dit, elle est pas mal. Autre élément sur lequel on se doit de passer un moment, la BO. Ramin Djawadi, qui je le rappelle avait composé le thème le plus badass de tous les temps sur le premier film, est ici remplacé par Lorne Balfeu. Un compositeur pas dénué de talent qui avait notamment œuvré sur le troisième opus de la saga Assassin's Creed et qui a assisté Hans Zimmer sur pas mal de projets en signant des musiques additionnelles. Malheureusement, la BO d'Uprising n'est pas une réussite. Le thème du premier film est vaguement repris le temps d'une scène et le reste est constitué de morceaux sans grand génie qui ne resteront pas dans les annales. Pacific Rim sans Ramin Djawadi. Mais au final, malgré ses défauts, est-ce qu'on s'amuse un minimum devant Uprising? Eh bah même pas tant que ça au final. Le film est vraiment long à démarrer, prenant ainsi le risque de nous faire perdre de l'intérêt au fur et à mesure de la projection. Sachant qu'on n'a même pas de personnage intéressant à suivre, au final on se met simplement à attendre qu'il se passe enfin quelque chose. Genre une attaque de kaiju, un combat, ce pour quoi on a payé une place de cinéma à la base en fait. Manquant cruellement d'un bon metteur en scène, Pacific Rim Uprising est donc une déception. Et si troisième film il y a, ce serait vraiment une bonne chose que Del Toro revienne à la barre avec Ramin Djawadi à la musique et le retour du casting original avec Charlie Hunnam dans le rôle principal. T'en arriveras sans doute pas, mais laissez-moi rêver. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, et moi je vous dis à bientôt. Salut!